Bonjour à tous. Je vais prendre juste 2 minutes pour me présenter rapidement. Je suis assez à Lyon et j'organise les services Jam et les services and Drinks. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans le coin, n'hésitez pas à me contacter et on essaye de se voir en présentiel dès qu'on pourra autour d'un verre ou pour les événements Jam en fait, qu'on organise pendant l'année. Voilà, donc vous l'avez compris, en fait, le Service Design Network, c'est une communauté internationale qui est composée de plusieurs dizaines de chapitres dans le monde entier, donc plus d'une centaine de chapitres qui sont représentés sur tous les continents et dans tous les pays. Et c'est une communauté qui se rassemble tous les ans avec à chaque fois plus de 1000 participants, très dynamique et très solidaire. Et le but du service design et du chapitre français particulièrement, c'est de faire connaître donc ces pratiques qui sont très largement répandues ailleurs qu'en France, dans les pays du nord de l'Europe par exemple, mais également aux États-Unis et dans tous les pays anglo-saxons. La France est une exception. Donc nous, on pense depuis très longtemps, puisque c'est au cœur de nos pratiques depuis maintenant une dizaine d'années, on pense que l'occasion est arrivée enfin avec cette crise pour changer nos modèles, changer nos approches, changer nos façons de faire et remettre un peu d'empathie et de design dans nos pratiques. Voilà. Alors, je voudrais juste que, avant de commencer, que vous me disiez qui est designer. Hein, vous levez la main. Ceux qui sont designers. Ouais, alors, attendez, je vais arrêter de partager comme ça. Hop, on va voir tout le monde. Alors, les designers, montrez-vous. Ok, alors ceux qui n'ont pas activé leur caméra, êtes-vous designer? Alors, on recommence, comme ça je vais compter, petit comptage rapide. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, puis les autres, on ne saura pas. 6. Bon, mettons qu'il y en ait un gros tiers. Ok. Donc, vous pouvez converser avec le petit module qui est en bas. Hein. Posez vos questions, n'hésitez pas, on fera des pauses régulières. L'objectif de ce meet-up, c'est de vous présenter le design de service comme un moyen de faire face à cette crise et comme une nouvelle façon de penser le business. Donc, ce n'est pas du tout un meet-up centré sur les méthodologies et les outils du design de service. Il y en aura d'autres, peut-être pas sous une forme meet-up, mais il y en aura d'autres. En tout cas, ça existe déjà. Hein, on organise en France la version française de la classe qui s'appelle This is Service Design Doing, qui fait le tour du monde et qui est co-facilitée par Max Tierdorn et Adam St. John. Et nous, on l'a fait en français avec les deux auteurs. Et on est à la 4e version. On organise également des classes qui sont communiquées sur le site du chapitre français du Service Design Network. Voilà, donc si vous voulez, on vous donnera plus d'informations à la fin. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette question donc, qui tourne autour du design de service en tant qu'état d'esprit et non pas en tant que boîte à outils. Voilà, donc pour cela, je vais me présenter 2 petites secondes. Donc, je suis Laurence Baudy, je suis coach certifiée et facilitatrice en design de service, certifiée par le SDN. Donc, le design de service est dans ma pratique depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai une agence de design et de management par l'expérience client qui s'appelle X plus M. Et donc, depuis 8 ans, on accompagne les entreprises de la vieille économie dans leur projet de transformation de leur modèle autour du client. Donc, on amène plus de centricité client et plus de pratiques collaboratives. Voilà, et on a travaillé depuis 7 ans avec la plupart des grands acteurs du domaine du monde des services. Voilà, alors, très rapidement sur le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid, ce n'est pas la première, en fait. Il y en a eu d'autres. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu d'autres crises sanitaires dans le monde et il y en aura probablement d'autres. Donc, on vit dans un monde qui est extrêmement
qui est très challenging, hein, qui nous bouscule, qui nous stimule. Et dans notre façon de voir, en fait, on voit plus les crises comme des opportunités, en fait, des occasions d'agir et de changer nos pratiques pour être plus, on va le voir, hein, collaboratif, agile, plus créatif, etc. Et le design de service permet justement de transformer nos façons de faire et de les ancrer davantage dans la réalité. Alors, je suis également auteure d'un blog, je vous donnerai les coordonnées, pour lesquels nous suivons depuis 6 semaines maintenant l'évolution des pratiques en termes de conception, en termes de connaissances clients, etc., qu'ont mis en œuvre les entreprises pour faire face à cette nouvelle situation. Il se trouve qu'effectivement, les plans n'ont pas marché. Donc, très rapidement, dès le début, il a fallu que les entreprises débranchent tous leurs programmes marketing, relationnel, promotionnel, etc., pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation. Alors, la difficulté, c'est que il n'y avait pas de plan B, en fait. Hein, il n'y avait pas d'autre solution que celle qui était en place, celle au pluriel qui était en place. Et donc, il a fallu qu'elles inventent. Et qu'elles inventent des nouveaux modes relationnels, des nouvelles formes d'interaction, des nouvelles actions autour de cette situation d'urgence. Et ce faisant, elles sont devenues, malgré elles, créatives et agiles. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour toutes les entreprises qui ont enclenché l'action depuis le début de la crise, elles sont déjà passées en mode design. Et en mode design de service plus particulièrement pour celles qui sont dans le secteur des services. Mais on peut dire aussi que les entreprises et les organisations, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'entreprises, mais tout type d'organisation, même de production, fait quand même du service. Donc le design de service s'intéresse, le design de service donc, est la façon dont les entreprises se sont servies pour s'adapter. Voilà. Alors, on va dérouler cette présentation. N'hésitez pas à poser les questions. On fera une petite pause tout à l'heure pour y répondre. Vous les posez dans le petit module. Alors, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'on ne fera plus du business comme avant. Parce que ce n'est pas possible. Dans le contexte actuel, les gens, on est tous passés par des situations extrêmement difficiles. On a probablement eu des malades autour de nous, où on a été malade, on a été confronté à la vie des soignants, à la vie de tous ces aidants, des personnels de première ligne. Et donc, pratiquer le marketing ou le business comme on le faisait avant, ça ne va juste pas être possible ni acceptable de la part des gens. Donc, le business as usual, après le Covid-19, ça ne marchera pas parce que les entreprises ne sont pas adaptées pour le monde d'après. Alors, pourquoi ? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'elles sont dirigées comme des machines et elles valorisent la performance. Donc, le fait que les entreprises valorisent la performance avant l'humain, avant les gens, c'est un vrai problème qui n'est plus acceptable aujourd'hui. L'autorité est assurée par un management extrêmement hiérarchique et descendant. Or, ce qu'on a vu donc avec le confinement et le travail à distance, c'est qu'il a fallu réinventer un autre style de management beaucoup plus plat, beaucoup plus horizontal et qui donne le pouvoir aux collaborateurs, qui redonne du pouvoir aux acteurs de l'entreprise et qui surtout leur redonne de l'autonomie. Alors, une autre raison pour laquelle business as usual, ça ne marche pas, c'est que les entreprises s'appuient sur des démarches de ligne et de qualité. Or, aujourd'hui, ça ne marche plus puisque les supply chains sont complètement inefficaces du fait des problèmes d'approvisionnement, des ruptures de livraison, de services, etc. Donc, ce qui était possible et ce qui marchait bien avant la crise, eh bien, ne marche plus, tout simplement parce qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on ne peut plus
on ne peut plus respecter on ne peut plus respecter les délais, on ne peut plus respecter toutes les commandes, etc. Et ça devient très compliqué de livrer la promesse. Donc la qualité n'est plus au rendez-vous. Alors, ce qui ne marche pas non plus, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux données du passé, à ce qui s'est passé autrefois, parce que tout simplement, on n'a pas d'exemple. Il n'y a rien avec quoi on peut se comparer dans nos pays occidentaux. Alors en Asie, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont déjà eu ce type de crise, mais culturellement, ils sont plus adaptés. Nous, c'est très compliqué de se comparer à quoi que ce soit. Sans compter que tout ce qu'on avait mis en œuvre en termes de planification et de projet dans le temps, basé donc sur le Six Sigma, les contrôles qualité et tout ce qui permet d'être prédictible, eh bien, ne marche pas. Voilà. Donc, dans ce contexte, on arrive à ce type de situation où ce qu'on faisait avant au XXe siècle et qui faisait partie des démarches d'innovation, eh bien, a nécessairement évolué aujourd'hui vers des approches qui sont plus extrêmement disruptives, on va dire, et qui sont même de l'ordre du pivot. Et ça, on l'a vu de manière extrêmement visible dans le benchmark qu'on a réalisé, dans les observations et toutes les études qu'on a faites pendant ces 7 semaines. Eh bien, on a vu sous nos yeux se dérouler les mutations des écosystèmes, des environnements, des organisations, des entreprises pour tendre vers le modèle qui se situe à droite de votre écran, qui correspond à la période Covid et probablement, et ce qu'on espère, qui sera prolongé dans la période post-Covid. Alors, on a évolué vers des écosystèmes et des communautés. Alors là, c'est extrêmement clair. Les entreprises, en faisant des dons, en se tournant vers les communautés locales de soignants, les hôpitaux, en fournissant des gels, etc., ont découvert qu'il y avait un monde qui existait en dehors de l'organisation et que ce monde était peuplé de gens qui avaient des besoins et des besoins qui étaient des besoins très primaires. Sécurité, santé, se nourrir, se loger, etc., etc. Ce qui fait qu'on est passé d'une entreprise qui pouvait être responsable avant à aujourd'hui une entreprise qui est citoyenne. C'est une entreprise qui se sent investie d'un rôle moral de répondre aux besoins de la communauté. Si les entreprises autrefois, enfin pour celles qui étaient orientées clients, et encore toutes ne le sont pas, aujourd'hui on voit très clairement et de manière massive un recentrage sur l'humain. On ne parle pas tant des clients ou des collaborateurs que des gens, et ça c'est aussi une vraie évolution, une vraie révolution qu'on a vu apparaître autour de pratiques de solidarité, de générosité, de partage, etc. Alors, une autre évolution qu'on a vue arriver, qu'on a observé également de manière très, très criante, c'est comme les processus ne marchaient plus, tout était caduc dans les démarches des organisations pour réaliser leur programme, en fait, réaliser leurs objectifs. On s'est tourné vers la recherche de solutions. Recherche de solutions pour trouver des respirateurs, pour loger les soignants, etc., etc. Et là, on a fait preuve d'énormément de créativité et on a pour cela motivé l'ensemble des parties prenantes des écosystèmes, des organisations. Et pas seulement les salariés, mais également les fournisseurs, mais également les prestataires, mais également les cadres, les dirigeants, parfois même les actionnaires. Bref, on est passé sur une dimension qui a dépassé très largement les frontières de l'organisation pour prendre en compte le citoyen et pour prendre en compte les acteurs de cet écosystème et pour tendre vers ce qu'on appelle de l'engagement. Alors l'engagement, c'est extrêmement fort parce que ça veut dire qu'on est personnellement, de manière très intime et très sincère et très forte, impliqué
dans la réussite des projets auxquels on va participer, et on y croit. En fait, tout ça, ça fait sens. Tout ça, ça permet de fixer un cap et de nous engager vers quelque chose qui est un peu plus sûr, on va dire, euh, un peu plus positif, voilà, heureux, que toute cette situation qui est très anxiogène et qui est source de stress. Donc, plutôt que d'agir pour l'actionnaire, on voit de plus en plus, et autour de la notion de Bicorp et d'entreprise à mission, de plus en plus de gens qui agissent pour le bien commun et qui le font de manière souvent extrêmement autonome. C'est-à-dire que le déconfinement et le confinement et le travail à distance a favorisé une forme d'autonomie des collaborateurs, puisqu'on est tous dans le même bateau, hein, on est tous dans la même situation, et cela a permis donc d'encourager des attitudes extrêmement empathiques, bienveillantes, généreuses. Alors, comme dans toutes les situations de crise, il y a aussi on dit il y a des héros et des zéros. Bah, là aussi, on trouve des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur et des entreprises qui ne sont pas non plus à la hauteur, mais globalement, on peut dire que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations et beaucoup de gens se révèlent grâce à leur qualité humaine dans cette situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Alors, avant, on parlait de symétrie des attentions, de satisfaction. Alors aujourd'hui, on voit bien que c'est complètement insuffisant. Et on n'ira pas très loin avec ça. Donc, on parle beaucoup plus d'attitudes comme le don, la générosité et l'intelligence de la situation. En fait, tous les programmes de voix du client et de mesure des clients, mesure des clients et de suivi des clients ont été débranchés parce que comme ils se comparaient à des données du passé, eh bien, ça ne marche pas. Donc, on va davantage considérer l'intelligence de la situation davantage que la compréhension ou la connaissance des clients. C'est-à-dire la capacité des collaborateurs en première ligne et parfois en seconde ligne de comprendre les raisons pour lesquelles les gens, les motivations et les demandes et les besoins des gens. Voilà, donc ça c'est pour le statut de ce qui se passe aujourd'hui. En 6 semaines, donc, on est passé d'un régime d'innovation, enfin pour les entreprises qui innovaient, à un régime de disruption et de pivot. Alors, en fait, ce que je viens de vous décrire dans la rubrique de droite, disruption, pivot, c'est du design de service. On apprend en marchant et on découvre au fur et à mesure qu'on déroule les actions qu'on met en œuvre. L'étape d'après, qui est celle d'aujourd'hui, en fait, celle de la 7e et de la 8e semaine, c'est celle du passage à l'échelle, du roll-out, du déploiement. Et là, c'est un autre sujet qui est en train, et d'autres questions qui se posent et qui font l'objet donc des plans à partir du 11 mai. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi le design de service est-il clé pour accompagner les entreprises dans le monde d'après? En fait, le design de service, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. Davantage qu'une boîte à outils et une méthode, en fait, c'est surtout un état d'esprit qui est très, très audacieux. C'est premièrement inspiré par le client. Quand on dit le client, c'est vraiment le client utilisateur, celui qui a des problèmes dans sa vie et qui va chercher des solutions auprès d'entreprises qui vont vraiment le comprendre ou d'organisations qui vont le comprendre. Et c'est aussi le fait d'organisations qui ont une vision. Sans vision, on ne peut pas faire de design de service. Il nous faut une vision, il nous faut un cap pour pouvoir inspirer les clients et les parties prenantes de l'écosystème, parce qu'on n'est pas seulement dans une logique client-fournisseur, mais dans une logique extrêmement écosystémique. Et donc, grâce à ça,
grâce au client et grâce à la vision, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un alignement, c'est-à-dire un système de valeurs qui va nous permettre de concevoir des services qui vont adresser la promesse et la mission de l'organisation. Donc, ça fait un tout qui est extrêmement cohérent, qui est très solide, qui a des bases qui sont très ancrées dans la réalité, avec quand même une mission, une sorte de rêve, mais qui est un rêve atteignable et qui est très pragmatique. Voilà. Alors, c'est une approche aussi qui est plus rapide, qui est agile, qui est expérimentale. D'ailleurs, on la mixe souvent avec les approches de l'agile. Ça va ensemble. Et c'est une approche qui est très engageante. C'est-à-dire qu'elle fait du sens, centrer tout ce qu'on fait sur l'humain. Eh ben, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon collègue. Voilà, ça nous rassemble parce que ça nous parle à un niveau qui est extrêmement intime et qui est très mobilisateur. On a plus envie de se bouger pour des gens que de se bouger pour un actionnaire. Voilà, et ça, c'est très vertueux d'une certaine manière, et surtout, ça force à la sincérité, à l'authenticité et à la transparence. Donc, c'est très mobilisateur. Il y a des tas d'entreprises aujourd'hui, alors pas que les Bicorp, hein, mais il y en a des tas d'autres qui ne sont pas Bicorp, qui ont cette approche, ce système qui est présent dans leur ADN et dans leur gène, voilà, et qui marche extrêmement bien. Pendant la crise, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que d'autres, et une des raisons à cela, c'est qu'elles ont mis les parties prenantes de leur écosystème au cœur et non pas les profits au cœur. Voilà. Donc, on va s'inspirer de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans la vraie vie des gens, et ces insights vont inspirer des propositions qui elles-mêmes vont inspirer la conception. Donc en fait, on est dans un espèce de processus qui part de la vie des gens et qui part de leurs problèmes pour atterrir avec des solutions à leurs problèmes. Et ça, quelle que soit la maille, la taille du problème. Ça peut être un problème lié à un processus, comme ça peut être un problème lié à un territoire. Donc, on peut aller du plus petit au plus vaste. Et d'ailleurs, parmi les exemples que vous trouverez sur le site du Service Design Network, il y a des histoires de territoire autour de la pratique de la marche à pied ou autour des considérations autour de comment mieux loger les sans-abri, par exemple, dans les villes, jusqu'à des problèmes de processus, mais des processus qui sont multicanaux. Pourquoi ? Parce que le design de service, contrairement à l'UX, au design d'utilisateur, eh bien, est multicanal et s'intéresse à tous les canaux qui tournent autour de l'usage d'un service. Voilà. Alors, les caractéristiques donc, de ces expériences vont inspirer les compétences à déployer, et c'est là qu'on touche au design stratégique. À partir de ce moment-là, le design de service devient stratégique dans le sens où les compétences qu'on va devoir mettre en œuvre pour concevoir et surtout déployer toutes les expériences, eh bien, vont servir de cadre à l'organisation de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va accompagner le changement et la transformation et qu'on va pouvoir livrer la mission et la promesse de marque. Voilà. Donc, avant qu'on passe à la petite pause question, en résumé sur cet état d'esprit, puis après on va voir les 10 principes. Donc, le design de service, c'est une nouvelle façon de s'emparer des défis de conception grâce à l'empathie. C'est une approche collective de résolution de problèmes, donc extrêmement collaborative, transversale et cross-disciplinaire,
C'est aussi un cadre, mais ça partage aussi avec… tout ça, c'est des éléments qu'on partage aussi avec le design thinking. Mais c'est aussi un cadre pour équilibrer les besoins, la faisabilité et la rentabilité. Voilà. Alors, pourquoi c'est particulièrement adapté au monde des services? Parce que le monde des services est un monde de complexité, de processus et de systèmes extrêmement complexes et qui empilent des couches de complexité d'autant plus importantes que l'entreprise est vieille. Plus on est sur des entreprises anciennes et plus on empile des couches de complexité. Et plus elle est grande également. Donc, le design de service est particulièrement adapté à ces organisations qui sont extrêmement complexes. Alors, c'est une culture qui favorise l'expérimentation, l'exploration et le partage, et c'est un état d'esprit aussi. Pour les service designers, ce qui est plus intéressant, c'est le problème. Nous, on s'intéresse énormément au problème, à la compréhension du problème. Il y a assez peu d'idéation, mais il y a beaucoup d'expérimentation. On fait beaucoup de prototypage et on va faire beaucoup de tests in situ dans les vraies situations de vie des gens. Voilà. Et donc, on commence petit, on apprend versus le Lean Startup, Run Fast and Fail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Bertrand? Oui, alors déjà, il y avait une question de Frédéric qui demandait, est-ce que tu précises B Corp? Les B Corp, ce sont les Benefit Corporations, ce sont les entreprises à mission. Donc, les B Corp, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et qui permet de faire figurer à l'objet social de l'organisation autre chose que la rentabilité et la rémunération pour l'actionnaire. Donc, ça permet d'intégrer une mission particulièrement. Je suis en train d'écouter une conférence en ligne. Je peux te rappeler tout à l'heure? Oui. Avec plaisir. Oui, absolument. Je crois que je donne mon téléphone, oui, où on se rejoint sur Zoom. Ok, on en parle. Frédéric, est-ce que ça a répondu à la question? Oui, tout à fait, merci. Super. Il y avait une autre question de Pascal par rapport à ton introduction quand tu faisais l'avant-crise et post-crise, qui posait la question, est-ce que ça va amener à plus de qualité? Ça dépend comment on entend la qualité. C'est quoi la qualité? Qui a posé la question? Qui peut répondre à… C'était Pascal. Quoi Pascal. Elle est où, Pascal? Yves. Il est où, Pascal? Pascal de Nancy Numérique. Ah, alors, Pascal, c'est quoi la qualité pour toi? Est-ce qu'il m'entend? Bon, alors, je vais essayer de répondre. Bon. Alors, la qualité telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la conformité à des processus, à des standards, pardon. Si on entend la qualité comme un problème de conformité par rapport à des standards, c'est évident que ça ne permet pas d'améliorer la qualité, en fait. Dans ce sens-là, en fait. Ça va permettre d'améliorer l'expérience et de rapprocher le service des besoins des gens, qui sont parfois très différents des standards de qualité de service. C'est deux choses différentes. La qualité de service est décrite du point de vue de l'organisation et de ses capacités techniques et industrielles, et l'expérience est conçue et définie du point de vue des besoins des gens. Et donc, très souvent, les gens n'ont pas forcément besoin de niveau de qualité ou de caractéristiques techniques ou fonctionnelles qui sont livrées par un service. Voilà. Donc, améliorer la qualité du point de vue des gens, oui, mais pas du point de vue de l'organisation. Ça ne sert pas à ça, en fait. Ce n'est pas le but. Le Lean permet ça davantage que le design de service. Merci, Laurence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais comme Pascal, s'il peut… Il nous dira. Il nous dira. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que cette présentation a amené d'autres questions? D'autres questions, Bertrand? Oui.
Il y a une question là. Selon vous, comment positionner UX, design thinking et design de service? Waouh, la question complexe. Alors, moi, je vais le dire à ma façon, en fait. Alors, pour moi, le design de service, c'est du design thinking appliqué au service, pour faire simple. C'est appliqué aux industries de service, ce qui est assez vaste quand même. Premièrement, et surtout, c'est centré sur le client utilisateur. Donc, dans le design du service, il y a un client qui utilise le service. Voilà. Que ce soit en B2B ou en B2C. Donc ça fait pas de différence. Après, l'UX, alors comme je suis pas spécialiste, je vais peut-être en froisser certains, mais bon, j'y vais quand même. L'UX porte sur un domaine du design de service, c'est-à-dire une partie du parcours client qui peut correspondre à un canal, par exemple le canal digital. Ça peut porter sur un site ou sur une application. Alors que le site ou l'application sont des canaux parmi d'autres, dans une étape parmi d'autres d'un parcours qui correspond à un persona ou à une problématique du service. Voilà, donc c'est un élément du parcours et du design de service. Dans l'UI et l'UX sont encapsulés dans le design de service. Voilà. Est-ce que ça va, Bertrand, Pablo, j'ai bien répondu? Oui, moi, j'ai pas une définition, mais une façon de l'expliquer. En fait, le design thinking peut être utilisé, c'est vraiment une posture, une approche. On peut l'utiliser pour le design des sites, on peut l'utiliser pour le design des produits, design des services, design d'expérience. C'est en fait les 5 principes que je pense la plupart d'entre vous connaissent bien. Nous, quand on parle de services, comme tu l'as bien expliqué, Laurence, c'est vraiment porté sur les services. Ça prend un peu plus d'auteur par rapport au design d'expérience en soi, parce qu'on va s'intéresser aussi au processus des organisations et aussi aux expériences utilisateurs, soit des clients, soit des collaborateurs, soit de l'écosystème en fait. Ça dépend de l'ampleur du service qu'on est en train de designer. Voilà, et ça c'est vrai, tu as raison, j'ai omis, et c'est ma faute de préciser qu'en fait le design de service s'intéresse aux processus qui permettent de livrer le service. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à la chose et à la manière dont on va livrer la chose au client. Donc voilà, c'est à la fois le what et le how, avec en plus des notions de mesure derrière. Enfin, voilà. Delphine, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Merci. C'est toujours intéressant de croiser les regards justement et d'avoir un retour d'experts sur ces sujets. Donc, merci. Bertrand, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, pour l'instant, non. Il y avait Fatma qui nous faisait une remarque, mais la suite de ce qu'a dit Pablo, du coup, mettait tout le monde d'accord. Elle disait juste, l'UX porte également sur le physique. Donc, bien évidemment, ça l'intègre aussi. Mais comme on vient de le dire, c'est plutôt la dimension des processus et la façon dont on va les livrer qui rentre en ligne de compte. C'est les processus. Voilà. Et c'est pour ça que dans le design de service, il y a énormément d'humains, en fait, parce que dans les services, il y a beaucoup de gens, en fait, pour livrer les services. Beaucoup plus de gens que digital, hein, pour livrer les services, pour concevoir les services. Toutes les fonctions back-office et ces fonctions support également sont extrêmement importantes. Et tout ce qui tourne autour des services clients. Parce que le service, il est conçu pour les situations où tout va bien, mais normalement, il devrait être conçu pour les situations où ça va moins bien. Ce qui n'a pas marché là pour le coup parce que les entreprises ne sont pas organisées comme ça et on le voit bien avec la crise du Covid, il n'y avait pas de plan B. Alors que théoriquement, quand on est en approche design de service, il y a forcément la situation a théoriquement été prévue, anticipée. Enfin, peut-être pas Covid, mais une situation de ce genre, hein, c'est-à-dire une situation de crise. Bon, je vais continuer sur les 10 principes. Alors, le premier principe, qui est super important,
par rapport à d'autres démarches, c'est que c'est fondamentalement centré sur l'action. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser 10 000 questions, on ne va pas faire de plan, on ne va pas programmer des feuilles de route, on va tester. On a une idée, on fait le prototype et on teste, en fait. Et on est vraiment, comme le dit Adam St. John dans ses masterclass, c'est doing, not talking. Hein, on ne s'occupe pas de discuter en chambre autour de groupes projets, de la possibilité, des détails d'un plan, en fait, ou d'un projet. On y va et on voit, en fait. C'est ça la manière d'agir. C'est très pratique. Et on le fait dans le monde réel. C'est-à-dire qu'extrêmement rapidement, on va passer du prototype au test, même très low fidélité, enfin, en résolution faible, pour tester dans les situations réelles. Donc, c'est inspiré par le client, je l'ai dit. C'est agile et c'est expérimental. Alors, j'ai mis un lien vers la vidéo YouTube de cet exemple formidable des respirateurs Decathlon, hein, qui sont utilisés dans le monde entier. Donc, pour mémoire, ce sont des masques de plongée qui ont été transformés extrêmement rapidement. Alors, il y a des tutos pour s'en servir. Et là, vous avez un exemple de tuto de mise en œuvre d'un respirateur Decathlon. Voilà. Alors, le deuxième principe, le design de service est extrêmement à l'aise avec le changement. Il est très à l'aise avec le changement, il est très à l'aise avec le flou, l'incertitude. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont les clients, les gens, les utilisateurs qui vont nous dire ce qu'ils attendent. Voilà. Et donc, on n'a pas la solution et on admet ne pas avoir la solution, mais on va aller chercher le problème. Et c'est en se rapprochant du problème qu'on va se libérer des carcans organisationnels, des limitations codifiées et voilà, et des vieilles manières de faire. Donc, ça veut dire que de manière assez naturelle et très organique, on va recomposer un mode de fonctionnement qui va s'éloigner des pratiques de l'organisation, de l'entreprise, qui sont très limitantes et qui empêchent justement d'habitude le changement. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment, vu la désorganisation ambiante, on a intérêt à faire passer ces pratiques parce qu'on le voit, ça marche plutôt pas mal. Alors, un exemple qui est rigolo, c'est le Core Club de Whirlpool. Alors, j'ai fait une partie de cette présentation auprès de leader de l'expérience client, dont quelqu'un de chez Michelin, qui m'a dit « Mais c'est incroyable, on ne ferait jamais ça. Non, on ne pourrait pas faire ça chez Michelin. » Je dis « Mais Whirlpool aussi est une entreprise extrêmement corporate, enfin, voilà, très sérieuse, qui fabrique des machines à laver, etc. » Et le Core Club, c'est un club qui est destiné aux enfants pour les aider à aider leur maman. Donc, c'est des tutos de pliage de rangement de chambre, de comment faire son lit, comment plier le linge, comment aider maman à la maison. Et effectivement, on sort du domaine de Whirlpool, mais c'est aussi l'occasion d'embrasser des problèmes qui tournent pas autour nécessairement de la fonctionnalité et de l'usage des produits. Donc voilà, c'est un exemple qui est très, très intéressant et qui illustre tout à fait ça. Alors, ensuite, le troisième principe, c'est centré sur l'humain. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Plus qu'une approche centrée client ou utilisateur, on s'intéresse vraiment aux gens. Et quand on dit qu'on s'intéresse aux gens, on s'intéresse à la vie des gens. Et dans la vie des gens, il y a plein de problèmes. Il y a plein de besoins qui sont non exprimés. Et grâce à ça, on va atteindre un niveau de proximité et une empathie qui est inaccessible avec d'autres approches. Alors pour cela, on fait appel à des méthodes d'observation, à des méthodes d'écoute pour comprendre les attitudes qui sont à l'origine des comportements. Alors je vous l'ai dit
juste après le début du confinement, toutes les entreprises ont débranché leur programme CRM et ont débranché leur dispositif d'écoute de la voix du client. Et il y a beaucoup d'organisations qui se sont mobilisées, alors, y compris dans les services de back-office, qui se sont mobilisées pour appeler les clients, parfois un par un, et pour essayer, alors, et pour les rassurer sur le fait que l'organisation était mobilisée, était là pour eux, et également pour prendre leurs besoins, pour capter leurs besoins. Hein, de quoi avez-vous besoin? En quoi est-ce qu'on peut vous être utile? Comment pouvons-nous vous aider? Voilà, donc ça fait partie des bonnes pratiques centrées sur l'humain qui ont été déployées pendant cette crise. Un exemple d'écoute et de compréhension, c'est ce nouveau service d'Orange qui s'appelle On Reste Ensemble, qui est destiné aux seniors qui n'ont pas d'ordinateur et qui ne peuvent pas faire de visioconférence comme sur Skype, Zoom ou autre avec leur famille. Et du coup, c'est un dispositif qui permet de se filmer et d'envoyer ça sur la télévision, envoyer le message sur la télévision du destinataire. Alors, le cinquième principe, alors c'est l'itération en fait. C'est un processus de construction qui est dynamique. On va toujours commencer par quelque chose qui est très, comme on dit, merdique, un shitty first draft, c'est-à-dire un prototype qui est très, ou une idée, ou un concept qui est très low-tech, mais c'est pas grave, puisqu'on sait qu'au fil des itérations, il va évoluer et ce vers quoi il va aboutir sera extrêmement différent de l'idée première. Donc, en fait, on part du principe que ce n'est pas l'idée qui est importante, c'est l'itération qu'on va faire autour de cette idée qui va permettre d'aboutir à quelque chose qui va permettre d'adresser les besoins des parties prenantes de l'écosystème. Et puis, en plus de ça, au fur et à mesure qu'on va le redéfinir, le représenter, le visualiser, etc., on va le raffiner et on va le faire se rapprocher de plus en plus de ce que la personne attend, et ça va de plus en plus ressembler à la solution au problème. Donc, nous, on le considère davantage. Alors, c'est un processus, ça fait partie du processus de conception, mais on le considère aussi et surtout comme un processus d'apprentissage, puisque au fil de toutes ces itérations, on va en apprendre encore et encore et encore. Hein, donc, c'est un processus d'acquisition de connaissances, sans compter que les buts aussi peuvent évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans la définition de la solution. Et donc, ce prototypage qui est vraiment au cœur, hein, avec la compréhension de l'approche design, eh bien, permet de créer des preuves tangibles. Un service, vous le savez, c'est quelque chose d'intangible. Eh bien, le service design permet de tangibiliser en fait ce qui est abstrait et ce qui est intangible. Et donc, prototypage, création de preuves, ce sont des éléments importants. On dit que le service design permet de tangibiliser en fait la promesse, hein, grâce à l'expérience client, la promesse que fait la marque. Eh bien, on va créer comme ça des preuves tout au long du parcours pour permettre de livrer la promesse de fonctionnalité et tous les bénéfices émotionnels qui sont attachés, qui sont promis par la marque. Alors là, je déroule et puis on passera les questions après. Le principe numéro 6, ça encourage l'empathie. Donc, en mettant le client final au cœur de la démarche, forcément, on va encourager l'utilisation d'outils pour mieux comprendre les comportements. Et ça, c'est des outils qui sont le plus souvent des outils issus de l'ethnographie, issus des sciences humaines. Voilà. Et donc, et en fait, le processus de design de service est un processus qui n'a pas de fin, en fait, puisqu'on va toujours appliquer tout au long de la vie du produit et de la vie du client et de la vie du service, on va appliquer ces méthodes en continu, en fait, de manière à améliorer en continu la vie des gens. Le 7e, alors voilà un exemple qui est vraiment
une des meilleures innovations que j'ai vues pendant ces dernières semaines, c'est Zappos, le fabricant le site de e-commerce qui appartient à Amazon, qui a créé un Customer Service for Anything. En fait, c'est un service d'écoute, même pas de clients, de gens, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à n'importe quelle question. En fait, we're here to help. Et cette idée-là même de transcender les frontières de son business et d'être là juste pour les gens, c'est vraiment, c'est vraiment inscrit dans les principes d'humanité portés par le design de service. Alors, un autre principe que le business adore et qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises du SP500 aux États-Unis ou de très grosses entreprises cotées en bourse utilisent le design de service. Alors, j'ai cité Michelin, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que ça dérisque la prise de décision. En fait, grâce à cette approche, cette méthode, on est plus à même d'atteindre ses objectifs qu'avec une ancienne méthode. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui est VUCA, hein, qui est volatile, qui est risqué par nature. Et donc, travailler de cette manière-là est particulièrement adapté aux environnements qui sont à risque. Et donc, quand on fait ça, effectivement, le processus rassure et le processus permet d'ancrer les décisions dans ce qui fait vraiment sens auprès des gens, qu'ils soient clients, qu'ils soient collaborateurs, partenaires, citoyens, etc. L'ensemble de l'écosystème et de ses parties prenantes est concerné et donc du coup ça crée un maillage, un genre de filet de sécurité on n'est pas tout seul en fait face à la prise de décision. Cette décision, elle est issue d'un processus qui dérisque au fil des différentes étapes du process. Voilà, donc si on applique bien les méthodes et les outils comme il faut, hein, dans les règles, eh bien, on va rassurer nos dirigeants et nos actionnaires. Voilà, un exemple. Ici, c'est, je ne me souviens plus du nom, Countdown, je ne sais plus. Bref, c'est un supermarché, j'ai oublié le nom, qui est en Nouvelle-Zélande, qui existe physiquement. Et donc, face aux mesures de distanciation sociale, il a décidé d'être un supermarché virtuel. Alors, comment il a fait ? Il a vidé le supermarché des clients et il a digitalisé ses rayons et le parcours de visite, si bien que quand vous allez sur le site, eh bien, vous vous baladez dans les rayons comme si vous étiez, donc c'est de la réalité virtuelle, comme si vous étiez physiquement dans le magasin et vous cliquez sur les produits que vous mettez dans votre caddie. Donc voilà une sorte d'innovation hein, qui est tout à fait en mode design de service et qui permet effectivement à la fois de répondre à une situation qui est très contraignante de distanciation sociale et de limitation des accès dans une surface donnée, à un besoin des gens qui est de faire leurs courses et de les faire d'une manière un peu plus sympa, je dirais, que d'avoir affaire à des listes sur un site de e-commerce, sans compter que c'est leur supermarché habituel. Voilà. Donc le huitième, c'est cette notion, le huitième principe, c'est cette notion d'alignement qui est super importante. Hein, ça crée du sens et ça nourrit la vision. En fait, plutôt que d'avoir une vision qui est descendante et qui est imposée, cette vision, elle va aussi se nourrir de tout ce qui se passe sur le terrain, de tout ce qui se passe dans la situation que vivent les gens et dans les solutions qu'on apporte à leurs problèmes. Et la vision plus les actions terrain fait qu'on a un double mouvement top-down et bottom-up qui est très source de robustesse et d'alignement, en fait. Voilà. Donc, ça prend du temps pour y arriver. C'est pas aussi rapide qu'une approche de type planification stratégique, mais en même temps c'est plus robuste et c'est plus source d'adhésion de la part, puisque c'est co-créé, c'est transverse, c'est pluridisciplinaire, et le fait que ça émerge donne à l'approche un caractère organique
qui est extrêmement puissant et qui nourrit les conversations. Exemple, la Maïf, hein, tout le monde en a parlé. C'était une action qui est formidable, qui n'est pas née à l'initiative des sociétaires, mais à l'initiative des dirigeants, qui, pour nourrir leur vision, hein, de société solidaire et d'entreprises responsables et éthiques, eh bien, ont spontanément proposé à tous les titulaires d'une assurance automobile de leur rétrocéder les économies qu'ils ont réalisées grâce à la baisse de l'accidentologie. Voilà, donc ça faisait à peu près 100 millions d'euros qui ont été redistribués, de l'ordre de 50 euros par voiture assurée. Voilà, et là, on voit bien concrètement comment on peut incarner la vision et incarner la promesse que fait l'organisation. Alors, le principe numéro 9, c'est la créativité. Bien sûr, on est beaucoup plus créatif quand on adopte une démarche en mode design de service, parce qu'on est aussi à l'aise avec l'ambiguïté et le flou. On accepte de ne pas savoir, on accepte de ne pas avoir la réponse tout de suite, mais on sait quand même, on est assez rassuré, on est confiant dans le fait que le processus nous amènera à une solution. Et ça, et on utilise aussi beaucoup la visualisation, les artefacts physiques pour faire passer nos idées. Et donc, du coup, comme on fait beaucoup de bricolage, alors à mon niveau assez simple, je ne suis pas hyper bricoleuse, j'utilise beaucoup le collage, hein, papier, colle, carton, ciseaux, mais avec des moyens très simples et très peu coûteux, on peut quand même faire passer des idées très puissantes grâce à la puissance aussi du storytelling. On utilise énormément de storytelling pour raconter le service, raconter les processus et raconter voilà, tout ce qui se passe du point de vue du client. Voilà, et donc tout ça est forcément très, très parlant pour les gens, et ça permet de transmettre ce contrat émotionnel qui existe entre les collaborateurs, les clients et toutes les parties prenantes. Voilà. Et donc, pour finir, grâce à tout ça, on réinvente en fait la stratégie des organisations, qui est beaucoup plus inspirée par le terrain, par les besoins et par le collaboratif. Et donc, le service design fait partie de la famille du design stratégique, hein, la discipline de design stratégique, puisque c'est la nouvelle façon dont on va imprimer la stratégie dans les organisations pour créer des nouveaux services, de nouvelles expériences et donc, ultimement, des nouveaux business models très différents du temps d'avant. Voilà. Alors, pour conclure, en mettant l'humain et son écosystème au cœur de son modèle, l'entreprise post-Covid est plus proche des besoins des gens et des problèmes qu'ils rencontrent, et de tactiques. Alors, moi, je parle d'expérience client parce que l'expérience client, c'est la discipline, et le service design, c'est la méthodologie et la boîte à outils pour permettre de mettre en œuvre cette discipline. L'expérience client, donc, grâce au design de service, sert de cadre au déploiement des pratiques nécessaires à la mise en œuvre de ce changement de paradigme. Voilà. Avez-vous des questions ? Alors oui, il y a plusieurs questions effectivement qui ont émergé. Tout d'abord, il y avait Christophe qui posait la question sur quelles sont, selon toi, les meilleures techniques pour identifier les besoins non exprimés des personnes ou des clients? Les besoins non exprimés. En fait, quand on est en phase d'exploration, alors je vous invite à acheter mon livre ou aller sur le blog aussi, c'est pas mal. Mais sinon, très rapidement, les techniques d'exploration, alors on va utiliser la méthodologie des focales du regard, hein, du plus loin au plus près, et du plus, et du moins exprimé au plus exprimé. Donc, on va utiliser les techniques comme Fly on the Wall,
comme le shadowing, comme les safaris. Hein, ça, c'est pour les techniques d'observation on ne s'implique pas. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans le processus de connaissance et de découverte, on va utiliser des techniques d'interview approfondies, voilà, où on va mixer les deux. J'ai répondu? Christophe? Oui, Laurent, oui, tu as répondu effectivement. Après, c'était sur la technique d'interview même. Comme on sait par le neuromarketing et les neurosciences que les gens disent ce qu'ils pensent mais ne pensent pas ce qu'ils disent, il faut vraiment aller creuser pour trouver la dimension émotionnelle derrière. C'était juste… Les techniques qu'on utilise en design de service, c'est extrêmement pratico-pratique, c'est très factuel. On ne rentre pas dans le pourquoi les motivations, en fait. Alors, on peut rentrer dans le pourquoi, mais ça passe d'abord par ce que les gens font, pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas, et après avec des techniques comme les techniques des 5 pourquoi, on va rentrer dans les motivations. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord un premier niveau de lecture, parce que avant de rentrer avant de faire de la disruption, alors moi j'aime pas le mot disruption parce que je crois davantage à l'amélioration continue et à la conception, mais on va pouvoir, un premier niveau d'action va être l'amélioration continue en fait. Le fait de révéler des irritants va permettre d'améliorer l'expérience ou les services sur la base de la correction de ces irritants. Alors avant d'imaginer de pouvoir disrupter ou faire des choses très très rock'n'roll, commençons par le premier niveau et après on en reparle, quoi. Hein, mais les gens ont des problèmes, on va résoudre leurs problèmes et puis après on voit. Hein, mais le design de service n'est pas tellement adapté à la disruption, il est assez adapté à la résolution de problèmes des gens et de problèmes existants en fait. Ok. Merci Laurence. On avait une autre question de Bernabé, notamment lorsque tu parles d'empathie et donc de proximité pour comprendre les usages. Il posait la question, en ce moment, distanciation sociale et expérimentation terrain, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et est-ce que tu imagines, après les limites, le fond de sa question, c'était les limites aussi de ce travail fait à distance uniquement. J'en ai aucune idée, je ne sais pas. C'est très compliqué. Parce que le design des services, c'est essentiellement physique. C'est comment physicaliser des choses qui sont intangibles. Donc on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais de toute façon, hein, on va pouvoir retourner dans le monde réel à partir du 11. Donc voilà, j'imagine qu'entre le 11 et la découverte d'un vaccin, il va se passer des trucs. Mais c'est clair qu'on reviendra à la vie d'avant. Enfin, j'espère qu'on reviendra à une vie sociale et qu'on pourra se toucher. Il y a beaucoup de sensorialité dans le design, dans le service. Si on ne peut pas toucher, respirer, sentir, goûter, c'est compliqué. Donc voilà, non, je ne sais pas, on va avancer en marchant. Là, franchement, il va falloir faire preuve d'inventivité et puis faire les choses sur place. Je crois tester sur place concrètement les barrières, les nouvelles contraintes qu'on va nous imposer. Et puis voilà, itérer comme on fait dans le monde de l'UX et autres. Mais voilà. Puis s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Parce que le design de service s'inspire beaucoup de ce qui se passe ailleurs. Énormément. Des pratiques dans d'autres secteurs et d'autres pays. Donc voilà, s'inspirer. Super, merci bien. J'avais Hugo et Delphine également qui mettaient un mot en disant si tu retrouves le nom du supermarché, ils sont preneurs du lien et du nom pour aller il est sur l'expérience. Mon blog. Je l'ai mis sur mon blog, sur l'article. J'ai écrit une série et c'est le 5e article de la série. Alors le blog, c'est expérience-client.com. Et on pourra mettre en commentaire sur le meet-up, comme ça, ceux qui voudront y aller pourront. Il y avait une question de Frédéric demandant si on allait détailler dans ce meet-up aujourd'hui les méthodes et outils du design de service. Donc, Pablo a répondu que ça serait pas, là on n'aurait pas le temps de toute manière et que ce n'était pas le but, mais que ça peut être l'occasion d'un prochain meet-up dédié. Je me suis permis effectivement de compléter avec quelques ouvrages dont le livre Ton livre.
Et puis deux ouvrages en anglais. Voilà, donc si d'ailleurs certains souhaitent creuser, notamment sur la partie peut-être plus académique, il existe aussi pas mal d'articles de recherche qui ont été faits autour du design de service. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra vous fournir soit des liens, soit directement les articles. Aussi sur le site SDN. Et sur le site SDN, où il y a énormément de contenu disponible gratuitement, et encore plus de contenu pour ceux qui sont adhérents. Pendant que je lis la remarque ou question de Marie, est-ce que quelqu'un a une question à poser en direct à Laurence? Ouvrez vos micros. Je peux tous les ouvrir d'ailleurs, je crois. Pas de questions complémentaires? Alors, du coup, je vais me permettre d'en poser une. Dans l'introduction, tu disais que les choses avaient pas mal changé avec cette crise. Tu disais que les entreprises allaient devenir un peu plus morales. Dans quelle mesure elles vont aussi pas devenir opportunistes? On a déjà vu le cas de certaines communications très opportunistes, et puis d'autres, au contraire, qui partent plus d'un vrai sentiment de revenir aux basiques de l'humain, comme la Maïf, l'exemple que tu présentes est vraiment différent. En fait, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les boîtes opportunistes parce que les gens sont devenus extrêmement conscients des pratiques non éthiques, en fait. Et du coup, ça devient... C'est d'autant plus important d'être humain en ce moment que les entreprises tentées par des pratiques trop business vont vite être démasquées et vont être dénoncées, en fait. Il y a du purpose washing, mais il y a du non-purpose bashing aussi qu'on voit émerger. Donc, c'est un jeu extrêmement dangereux. Là, j'ai en tête, et je l'ai cité dans mon blog, une action de AXA. Donc, comme les assurances étaient dans le collimateur récemment, AXA a tenté de se défausser sur la pratique de la non prise en charge des pertes d'exploitation. Et du coup, ça s'est ressorti instantanément sur la toile. Voilà. Donc, c'est un jeu dangereux quand même. Je te rejoins, je te remercie. Et Hugo rajoute, les opportunistes vont prendre un retour de bâton violent. Je pense qu'effectivement, pour un certain nombre... puis les gens sont en train de régler leur compte là. Qui était là quand j'avais besoin? Qui sont les entreprises qui sont les fournisseurs qui étaient là quand j'en ai eu besoin? Qui sont ceux qui n'ont pas répondu à mes questions? Banques, assureurs, ils sont dans le du cyclone là. Et fournisseurs d'énergie. Fournisseurs d'accès Internet, etc. Et je ne parle pas du monde du secteur B2B, mais c'est évident qu'il y a un moment, l'heure des comptes sonnera. Et comment ça va se passer? Il y a des tas de gens qui sont d'ores et déjà en train de quitter de faire du churn, de quitter leurs entreprises, de quitter leurs fournisseurs. Voilà, donc, ça va dans le sens de ce que vient de dire Claire. Oui. Effectivement, dans sa société, c'est en train d'être retravaillé, d'après ce que je comprends. Est-ce que quelqu'un a une autre question, remarque, par rapport à ce qui a été présenté? Il y a eu pas mal de réactions sur les besoins non exprimés, la manière de les récolter, etc. Il y a eu aussi pas mal d'échanges autour de justement les fameuses différences de la question de Delphine sur le UX, Design Thinking et Service Design. Et comme je le disais en introduction, on a beaucoup d'outils et de méthodes communs, mais pour autant, voilà, l'approche reste différente et peut être intéressante dans certains cas. Mais mais je pense qu'il faut davantage tabler sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous différencie, ce qui nous distingue. Donc on est tous complémentaires en fait,
voilà, et l'idée, c'est pas de créer des chapelles, mais c'est au contraire de travailler ensemble pour avoir plus de lisibilité. Et c'est aussi le rôle du SDN à qui, voilà, petit message pour prendre votre membership, mais voilà, on a vraiment un rôle à jouer dans la création de cette communauté et l'évolution, la prise de conscience des entreprises, des organisations, des territoires, des administrations sur l'intérêt de travailler de cette manière. Voilà. Donc, on est tous. Merci beaucoup, Laurence. Voilà. Le SDN, si je me rappelle bien, c'est ce qui a précédé l'ONU d'ailleurs, donc c'est très bien, la Société des Nations. On est Oui, exactement, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle après-midi. À très bientôt dans notre belle communauté, j'espère. Et puis, bonne fin de confinement. À Merci bientôt. pour la présentation. Au revoir. Merci beaucoup, Laurence. Merci à tous, à toutes. Merci.